Avec la suite de la série proposée cette semaine par Cécile Amsi, Les Juifs de Syrie. Ce matin, la vie quotidienne en Syrie avec Joseph Shalom et Jacques Assoun. Il y a à New York 15 000 juifs originaires d'Alep, sur lequel on reviendra parce qu'Alep c'est très particulier, et 2000 damascènes et 5 000 égyptiens, parfois d'origine syrienne d'ailleurs eux-mêmes. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est considéré pratiquement comme un mariage mixte, que lorsqu'un jeune homme originaire d'Alep, souvent né à New York, ou de parents eux-mêmes déjà nés à New York, épouse une damascène ou une égyptienne. Les Alépins se marient entre eux, les damascènes entre eux, les Égyptiens entre eux. C'est tout à fait caractéristique de cette communauté. Cette communauté très autochtone, très arabe, d'ailleurs, à un point tel que un certain nombre de musicologues européens ou américains partent encore aujourd'hui à Alep ou à Damas pour recueillir les chants, les maqamat des ministres officiants juifs de ces villes. Bon, évidemment, avec l'autorisation du gouvernement syrien. Mais il y avait une autre partie qui était attirée très fortement par le miroir beyroutain, qui déjà commençait à prendre une importance considérable, et il me semble qu'aussi bien les chrétiens de Damas que les juifs, les alaouites, les druzes, les grecs catholiques, les grecs orthodoxes, etc., faisaient ce premier pas vers Beyrouth qui allait être le prélude à d'autres diasporas, puisque les juifs syriens, comme les chrétiens syriens ou les musulmans syriens, ont connu des très grandes diasporas très tôt, dès le début de ce siècle. Enfin, je sais pas, tu le sais sûrement, enfin, tu nous en parleras mieux que moi. Tu as de la famille, je crois, en Amérique latine, etc. Dès le début de ce siècle, un peu comme les Irakiens, justement, ils sont partis très loin, en Amérique latine, à la fin du siècle dernier, en Amérique du Nord, aux Indes, à Singapour. En fait, il y avait une diaspora extrêmement importante de ces différentes communautés qui composaient la Grande Syrie. Des artisans, il y en avait, puisque j'ai vu ici à Paris d'ailleurs, un vase absolument superbe en cuivre, travaillé, avec incrustation d'argent, enfin quelque chose d'absolument superbe. Et en regardant de très près, il y a marqué en hébreu Damasek 5668. C'est-à-dire, nous sommes en 5750, selon la date hébraïque. Donc, vous voyez un peu, il a presque une centaine d'années. Et il y avait donc, jusqu'à la fin du siècle dernier, probablement, des grands artisans qui travaillaient le cuivre et l'argent. Ça, c'est sûr. Maintenant, ça me revient au niveau des orfèvres. Il y avait des orfèvres juifs à Alep, surtout à Damas, mais sans doute à Alep aussi, qui ont continué d'ailleurs. Il y avait au Caire notamment quelques orfèvres d'origine syrienne, justement, que ma mère connaissait, si vous voulez. Alors justement, votre mère, est-ce que là tout à l'heure Jacques Assoun parlait de cet esprit de clan? Est-ce qu'en dehors de cet esprit de clan, il y a une espèce de mentalité typiquement syrienne que vous reconnaîtriez partout? Bon, il y avait la chose la plus importante, c'est celle dont a parlé Jacques Assoun, indiscutablement, c'est l'endogamie. Ça, c'est vraiment absolument d'une importance capitale, et tout à fait caractéristique. Alors maintenant, d'autres choses à propos de ma mère que j'ai saisies à travers ma mère, c'est évidemment premièrement, si vous voulez, une langue très enracinée. Comme nous avons dit déjà, une langue très enracinée, c'est-à-dire à tel point, si vous voulez, que l'émigration à Beyrouth, qui était une ville très francisée, n'a jamais pu effacer, si vous voulez, l'enracinement profond, très profond, à la langue arabe.
et arabe syrienne. Je Et crois arabe savoir syrienne. que Madame Shalom, mère, Oui. était une institutrice de langue française. Absolument. Hein? Mais elle a continué à parler malgré des années de vie à Alexandrie, Oui. son arabe syrien. C'est-à-dire, à vrai dire, comment dirais-je, elle parlait le français à la maison, je dirais presque par nécessité, parce que c'était pour obliger ses enfants à s'occidentaliser. Mais dès qu'il y avait le moindre agacement, le moindre énervement, n'importe quoi, surgissaient tout à coup les expressions les plus dialectales d'arabe à et alors, c'est d'une richesse extraordinaire, parce que jusqu'à maintenant, je peux pas dire que ça me reviendrait là à la seconde, mais je les ai quasiment en mémoire. Et alors, Quel genre d'expression? par exemple, Arad fait tachme ou bi ollo khodlak shamme. C'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment dans une situation épouvantable, supposons qu'il est dans les égouts par exemple, quelqu'un qui est dans les égouts, et puis l'autre qui lui dit mais si tu en respirais le parfum. Ce qui est intéressant et que peut-être Jacques Hassoun pourrait pressentir, je ne sais pas, hein, c'est est-ce que c'était des expressions pour le plus souvent judéo-arabes, ou est-ce que c'était des expressions qui pouvaient être dites par n'importe quel habitant d'Alep? Ça, je ne sais pas. Ça m'aurait intéressé de... En tout cas, moi, je ne peux pas répondre à ça directement. Il faudrait demander à un Alépin chrétien ou musulman. Mais il est certain qu'il y a peu d'expressions au Moyen-Orient qui soient propres à une seule communauté. Une autre expression peut-être qui est aussi typiquement syrienne, c'est quand un enfant, par exemple, réussit bien en classe, et la première réaction du père, c'est borni. Ah, t'es bon, oui. Hein? Oh là là. Ça veut dire... Qui veut dire que tu sois celui qui m'enterre. C'est-à-dire que, en fait de compte que je meurs avant toi, c'est-à-dire que le mauvais œil t'épargne. Donc, enfin, c'était tout à fait terrifiant, d'une certaine manière, pour un petit enfant qui ramène un 18 en maths ou un 16 en devoir de philosophie. Bah, je suis pas du tout d'origine syrienne, mais j'avais des voisins aussi qui étaient des juifs syriens. C'était des Totah, justement, qui est très typiquement juif damascène, je crois. Et on entendait toute la journée dire ça à ces enfants qui étaient des éléments extrêmement brillants, qui ont fait ensuite des grandes écoles britanniques, etc. Mais c'est très très étonnant aussi comme expression. Mais ça, je sais qu'on le retrouve chez les Syriens musulmans et chrétiens. Une ville comme Damas est citée très souvent dans la Bible. Aram Zoba, c'est-à-dire donc Alep, est cité dans la Bible. Les villes du sud du Liban, mais qui font partie de la Grande Syrie, comme par exemple Tyr et Sidon, sont des villes où les lois des 7 jours de Pâques, des 7 jours de Sukkot, etc., sont observées. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la diaspora. Un juif qui habite Tyr ou qui habite Sidon est un juif qui vit dans le régime de la vieille terre sainte, entre guillemets, ou en Italie, comme vous voulez. Hein? C'est dire que ils étaient là depuis toujours. On peut rien dire de plus. D'accord. En même temps, quand la Syrie s'islamise au 7e siècle, les autres communautés, les autres religions minoritaires, qui deviennent minoritaires, comme le judaïsme et le christianisme, c'est les gens qui confessent ces religions ont un statut, ce qu'on appelle un statut de dhimmi, c'est-à-dire de minoritaire. Vous savez, je vais vous dire, et ça je me réclame de gens insoupçonnables comme par exemple Alfred Morabia, qui était un islamologue qui avait la chaire de Toulouse, l'islamologie au-dessus de tout soupçon. Bon, le régime de la Dhimma a varié. Il y avait des périodes où la Dhimma a été appliquée d'une manière extrêmement stricte, et puis d'autres périodes où elle était appliquée d'une manière très douce ou à peine appliquée. Il faut oublier non plus que la Syrie très vite a été sous domination ottomane. Donc, dès que l'Empire ottoman s'est installé, je veux dire à partir du XVe siècle. Donc, elle jouissait
d'un statut, enfin en tout cas les minorités jouissaient d'un statut quand même d'assez grand libéralisme. Dans l'histoire des Juifs syriens, à ma connaissance, et quand on travaille l'histoire de la Geniza du Caire, etc., on peut pas dire qu'il y a eu jusqu'en 1946, je veux dire, de période noire. Hein, ils avaient à peu près le même statut que les Juifs d'Égypte. C'est à partir de 46 que les choses ont commencé à aller mal. Enfin, j'avais lu qu'en 1840, je crois, il y avait une accusation de crime rituel. C'est des choses qui revenaient quand même. Alors là, il faut absolument être clair sur l'accusation de crime rituel, sur lequel d'ailleurs ils ont été libérés grâce à Crémieux, grâce à des Israélites français qui ont tellement mauvaise presse à l'heure actuelle. Donc ils ont été libérés grâce à Adolphe Crémieux et à l'action de ce qu'allait être l'Alliance israélite universelle. Je tiens à dire que l'accusation a été portée par des prêtres chrétiens européens et non pas par des musulmans et non pas par le clergé local. Encore le clergé chrétien local ne brillait pas par son philosémitisme, mais en tout cas les accusations de maître rituel en Égypte, en Grèce, à Corfou et en Syrie, puisque nous parlons de la Syrie, ont toujours été portées par des prêtres européens. Au nom, écoutez, au double nom du vieil antisémitisme chrétien, hein, depuis Jules Isaac et Vatican I, plus personne ne nie l'existence de l'antisémitisme chrétien, et au nom des antagonismes minoritaires, des antagonismes purement économiques. C'est-à-dire qui allait avoir la fonction de grand argentier, qui allait avoir la fonction de lieutenant de port, qui allait avoir telle ou telle autre fonction honorifique, honorifique et puis extrêmement importante pour la communauté elle-même, parce que celui qui pouvait être grand argentier, c'était toute sa communauté qui en ont profité. Mais c'est très important de dire que ce sont des prêtres chrétiens occidentaux. Vos familles ne vous ont jamais parlé de tensions religieuses? Non, ils n'ont jamais parlé de tensions religieuses. Ce qu'il y a évidemment, c'est que, étant donné quand même que, si vous voulez, il y a eu... ils m'ont parlé d'une certaine façon des problèmes qui ont eu lieu, je dirais, après 1948, c'est-à-dire après la création de l'État d'Israël, donc des choses, je dirais, d'une certaine façon relativement récentes. Mais par le passé, ils ne m'ont pas parlé. Par contre, si vous voulez, ce qui est assez étonnant et au fond pas tellement étonnant, hein, quand on connaît même l'histoire de la communauté juive d'Égypte, c'est qu'ils ne m'ont pas parlé non plus, si vous voulez, de grands mixages, de grandes fraternisations. Il est possible il est même très probable que la communauté juive vivait de façon assez repliée sur elle-même, mais pas effectivement avec une tension et une hostilité extrêmement marquées. Hein. Je voudrais simplement mettre une pièce supplémentaire dans ce dossier. Je connais une dame syrienne, chrétienne, qui habite le petit village de l'Ardèche actuellement, et qui racontait qu'à Alep, jusqu'en 1920, les chrétiens ne pouvaient pas marcher sur les trottoirs, marcher dans le caniveau. N'importe quel musulman pouvait faire descendre un chrétien dans le caniveau. Et elle disait que par contre, il jalousait terriblement les juifs parce que ils n'étaient pas soumis à ce régime de défaveur. Mais c'est dire quand même qu'il y avait aussi des tensions intercommunautaires. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Joseph Shalom, c'est-à-dire que, en effet, les communautés étaient éminemment repliées sur elles-mêmes. Et il n'y avait pas de ghetto. Toutes. Chacune de ces communautés, je crois qu'on ne se fréquentait absolument pas. Véritablement, c'était une mosaïque de petits villages à l'intérieur d'une grande ville. Et c'est ce que c'est resté, finalement. Et il me semble que c'est resté. Vous savez, il y a un livre très curieux d'un auteur qui n'écrit plus, à ma connaissance. Je crois qu'il n'écrit plus. Il a fait 3 livres. Mais 2, les ratés de la diaspora et Fer Blanc, c'est un auteur qui s'appelle Lucien Elia, qui a publié ses livres chez Flammarion, et il raconte en effet combien ils étaient refermés sur eux-mêmes,
dans la ville de Damas qu'il appelle Echa, qui est un mot qui est assez drôle quand on connaît un peu le Moyen-Orient. Echa veut dire, c'est le premier mot des lamentations attribuées à Jérémie. C'est-à-dire c'est vraiment l'horreur, la nuit noire, etc. Et il raconte en effet ce milieu à la fois très pauvre et en même temps très chaleureux. Et puis ils partent. Ils partent quand? Ils partent. Alors là, à partir de 45-46, ils font les valises et ils partent. Alors, si vous voulez, je vais lire quelques lignes des ratés de la diaspora. Alors, il y a un qui va partir, donc le héros, et alors on lui donne des paquets. Mon cousin Isaac à Gênes, via Antonin, dont lui cette confiture de ma part. Mon oncle, mon frère à Montevideo, Caillé Bolivar au 115, commerce de tapis persan, Gédéon de Samad. Tu verras l'écriteau à sa porte. Remets-lui ce chandail tricoté par sa sœur Ouidad. Dis-leur que nous sommes heureux. Nous attendons de leurs nouvelles, que nous félicitons Abshalom, Yoab, le cousin germain de Jéchour, pour la naissance de leur fils Salomon, pour la bar mitzvah de Nebat, pour le mariage de Tamar. Caleb, écris à Yoahaz quand tu parviendras à Récif. Dis-lui de nous envoyer un peu d'argent. Tu verras, il est riche, il possède une maison de pierre de taille et 4 domestiques. Il te recevra. Vous trinquerez l'araque en notre souvenir. Un peu d'argent, il est riche. Il te le remettra, tu nous l'enverras en courrier rapide. Dieu soit avec toi, que Dieu guide tes pas, que Dieu t'apporte ce que tu cherches. Prends soin de ta santé, ne mange pas de leur nourriture. Notre fils Soussim est mort à Paramaribo après avoir bu l'eau du robinet. Prends garde aux voleurs, aux femmes. Caleb, reviens nous riche et heureux. Bonne chance, Caleb. N'oublie pas de remettre cette lettre à notre fille de Florianopolis, ce colis à Porto Alegre, ce mot à Fortaleza. Envoie-le par le train à Asunción, à Salado, à Porto Velho. L'adresse est marquée sur l'enveloppe. Et alors voilà, Caleb part et laisse ses sœurs, ses cousines, Ziza, Dodo, Bilba, etc., Onsol. On retrouve comme ça tous ces noms tout à fait étonnants de Damascène ou Alépin. Les Juifs de Syrie par Cécile Amsi, avec la participation de Joseph Shalom et Jacques Assoun. Réalisation Jacques Taroni. Demain, 2 voyages à Damas.